Donc le GAEC de l'Orme, un GAEC 4 associés, 4 salariés en polyculture élevage. Donc un atelier porc naisseur-engraisseur, donc avec 440 truies plus toute la suite. C'est près de 10 000 porcs produits par an sur l'exploitation. Et 235 hectares de SAU, donc pour production de céréales, totalement dédié à l'alimentation des porcs, puisque donc on est fabricant d'aliments à la ferme, et donc on essaye d'être le plus autonome possible dans la conception et dans la fabrication de l'alimentation de notre élevage. La taille de notre outil se trouve dans la catégorie qui permet d'accéder directement en production de gaz avec injection sur le réseau. On a fait l'étude de raccordement donc, au réseau avec GRDF, hein, donc l'étude est faite et finalisée, donc ça c'est lancé et maintenant on va lancer l'étude finale du projet. Alors le Digesta, il a pour objectif d'être complètement valorisé sur l'exploitation. On valorise déjà tous les effluents d'élevage sur l'exploitation et sur des parcelles de voisins de proximité. Et on aura le même objectif avec la production de Digesta, valorisation directement sur les cultures en pleine végétation, ça c'est l'intérêt primeur. On fait déjà une très grosse partie aujourd'hui avec les lisiers existants, mais on veut aller plus loin puisque l'objectif c'est de tendre vers 100% de valorisation du Digesta sur les cultures en place. Sur notre secteur aujourd'hui il y a 1000 hectares ici, là sur la plaine de la commune, il y a 1000 hectares de grandes cultures. 1000 hectares de grandes cultures. Et il y a des céréaliers purs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la production qui est là, elle est exportée. Pour une grosse partie. Hein, il reste 3 exploitations d'élevage sur la structure. Et le reste, c'est des grandes cultures vouées à l'export. Hein, pas forcément l'export tiers, mais l'export du secteur. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui ont besoin aussi de matière organique. C'est des gens qui ont besoin de tirer des coups d'approche, les coups de mise en place. Bon, je pense qu'il y a des choses à co-construire. Il faut convaincre. On est déjà, nous, depuis 1996, on est sur une zone vulnérable. Donc depuis 1996, on a l'obligation réglementaire de couvrir nos sols toute l'année. Donc ce qui fait qu'on a fait beaucoup d'essais au fil des années, des meilleures cultures à mettre en place. Et après, c'était des cultures qui étaient forcément broyées. Donc ça nous gênait quelque peu. Et on a travaillé sur les possibilités qui existaient et on se dit, les surfaces étant telles qu'on libère quand même à l'automne pour la réimplantation de cultures de printemps, ces surfaces on peut les valoriser, implanter une culture à haute valeur énergétique pour justement utiliser ce temps et le valoriser au mieux dans la méthanisation. Cette production de cives, elle est vraiment ciblée pour pouvoir être valorisée en élevage, quelle qu'elle soit derrière. Ça veut dire que s'il y a un manque de fourrage quelque part pour des collègues qui sont autour des voisins, des éleveurs, les choix de la cive vont s'orienter pour permettre la double utilisation. Soit à la méthanisation, soit à l'alimentation de l'élevage bovin, notamment en particulier, quoi. On travaille déjà en termes d'associés entre le GAEC de l'Orme et le GAEC du Haut-Village, qui est sur Montagnat. Et il va y avoir une partie de ces fumiers qui vont intégrer la méthanisation chez nous. Donc automatiquement, on va re-rendre l'équivalent en Digesta chez lui. Et on travaille déjà, et ce qui a été le cas cette année, puisque la récolte des cives de cette année a complètement été stockée pour cette exploitation-là, puisque étant donné qu'il allait manquer de matière, et on préfère plutôt prévenir que guérir, on a préféré stocker la matière qui était ici, puisque donc la méthanisation étant pas là, et on a récolté la matière en enrubanage pour permettre à l'élevage d'être autosuffisant. Comme je dis, il y a plus de 20 ans, hein, je dirais, il y a même 25 ans qu'on est en zone vulnérable, et des espèces, on en a essayé beaucoup. Et très tôt, on avait implanté des seigles, qui était une plante qui marchait relativement bien et surtout qui développait un système racinaire qui nous allait très très bien dans le travail du sol à la suite. Et donc on l'avait plus ou moins arrêté, on a essayé des tas d'autres mélanges, que ce soit des mélanges mellifères qui servent à tout le monde, qui servent à la faune sauvage, qui servent aux abeilles.
Et puis on se rendait vite compte que si derrière on veut valoriser ça, il y a des espèces qui ne sont pas forcément bonnes pour donner aux ruminants. C'est-à-dire que si vous voulez les récolter pour les donner aux ruminants, donc on a éliminé aussi ces espèces-là. Et nous, en termes de possibilités, et ce qu'on fera, je pense, à l'avenir sur notre structure, c'est une association sorgho-seigle qui permet donc dès l'implantation de cette culture, c'est de faire une double récolte, une récolte sorgho-seigle dès l'automne, au mois d'octobre, courant octobre, et le seigle restant en place. Le sorgho disparaît bien sûr, mais le seigle restant en place, on peut faire une double récolte avant l'implantation des cultures de printemps. Ah non, on se ferme absolument à rien. Nous, l'intérêt, c'est de pouvoir implanter le plus tôt possible. Et on sait que ça marche. Et on sait que ça marche parce qu'on a assez de recul derrière nous, que ce soit en année sèche ou en année difficile, on a toujours réussi à implanter nos cipans, entre guillemets, qui peuvent s'appeler aujourd'hui cives. Mais aujourd'hui, je reste convaincu qu'on peut implanter même des cives très courtes qu'on récoltera. On récoltera ce qu'on récoltera, mais je pense que des cives très courtes, on l'a fait l'année dernière, une cive implantée derrière une céréale avant l'implantation d'une autre céréale. Et ça a marché aussi. On maintiendra donc les cultures en place ou on modifiera certains types de cultures en fonction des coûts d'approche, des coûts de mise en place aussi. Ça, faut pas l'oublier parce que ces itinéraires ne sont pas toujours simples à mettre en place, ne sont pas toujours simples à suivre et à respecter. Mais avec un objectif qui est clair, aujourd'hui, on sait que techniquement, on est capable de mener 2 cultures à la suite sur une année, sur une exploitation comme la nôtre. Aujourd'hui, c'est les accidents climatiques qui font qu'une culture va basculer pour un choix qui peut être stratégique ou autre, directement dans la méthanisation et réimplanter une autre culture qui, elle, va servir à l'élevage. C'est un ordre de... Il va falloir que les deux soient en corrélation, puisqu'il va falloir que l'élevage, de toute façon, prioritairement, il mange, mais il va falloir que la méthanisation, si elle mange aussi. Mais la matière, on va pouvoir la trouver, et chez nous, et chez nos voisins aussi, y compris pour alimenter la méthanisation. On est sur un secteur zone vulnérable, il y a de la zone vulnérable un peu partout. L'obligation réglementaire d'implanter des cultures intermédiaires, dites intermédiaires, elle est là. Donc ça veut dire qu'on a quand même un panel de surface autour de nous qui est capable de produire ce qui manquerait sur l'exploitation pour alimenter le méthaniseur. Donc c'est pas là-dessus que moi ça pose problème, y compris si c'est nous qui décidons d'aller faire une prestation complète, d'aller implanter chez les collègues, d'aller implanter, de récolter. Ils pourraient avoir une prestation complète et on leur fait ce qu'on appelle un rendu équivalent en apport d'azote qui peut être fait par le digestat sur ces cultures. Ça ne nous pose pas de problème et ça, c'est largement possible. Nous, nos silos de stockage, aujourd'hui, on rentre principalement, même c'est essentiel, du maïs inerté. Donc du maïs qui est rentré humide à 32-34 de matière sèche. Et on a cette capacité, on a lancé l'étude de rentrer une céréale immature à la place. C'est-à-dire qu'on peut rentrer un blé à la place d'un maïs. Si on rentre un blé pour remplir le silo, ça veut dire qu'on va gagner du temps sur la récolte du blé. On est en train de faire les études là-dessus parce que dans certains secteurs de France, ça marchait puisqu'ils n'avaient pas de maïs. Donc ils le faisaient bien en blé, en céréales immatures, récoltées plus tôt. Ça dégagerait les sols plus vite pour pouvoir réimplanter une culture intermédiaire qui pousserait plus vite et qu'on pourrait récolter, elle, pour la méthanisation. Donc on est en train de travailler sur le sujet pour essayer de se dégager ce temps nécessaire à cette implantation. L'itinéraire technique, c'est le travail du sol et le maintien de la vie et de la biodive dans les sols, que ce soit sur le sol ou dans le sol. Et notre intérêt, c'est de se simplifier aussi le travail. Et aujourd'hui, si on a une culture qui est dedans et on n'a pas perdu l'efficience de cette vie qui est à l'intérieur, pour les cultures qui suivent, c'est beaucoup plus facile à travailler le sol, à intervenir rapidement. Aujourd'hui, quand on prend un itinéraire standard, qui aujourd'hui est celui qu'on a utilisé pendant des années chez nous, qui était labour, hersplat, rouler, parce qu'on est l'obligation ici, passage du vibro et implantation d'une culture, vous regardez
le temps qui s'est passé entre les deux. Là, c'est là où vous perdez le plus de biodive et le risque, il est là, c'est de vie dans le sol et puis sécher et de perdre aussi l'humidité qui reste encore dans le sol. Et puis le travail du sol est beaucoup plus complexe. Dès que vous travaillez, on tend vers un travail de simplification, qui est implantation simplifiée, voire peut-être éventuellement à l'avenir suivi direct. L'acte mécanique et l'acte de réaction va être beaucoup plus rapide. Donc plus on est rapide, plus on peut passer entre les accidents, comme on dit, climatiques, et plus on est réactif, plus nos sols sont portants aussi, on oublie de le dire. Hein, quand on travaille en superficiel, quand c'est pourri, mais vous descendez pas, vous plantez pas les outils à dash. Hein. Dès que vous brassez en profondeur, automatiquement, vous allez jusqu'à la portance. Quand il y a un problème humide comme on a en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et le constat qu'on a fait, on a toujours un vrai problème sur notre exploitation, c'est la présence de manière très très forte de cailloux sur toutes les surfaces qu'on exploite, qui sont des galets silex, qu'on appelle entre guillemets les bressans chez nous, qui sont très très durs, et on a commencé cette année à les récolter. Parce que l'intérêt, c'est justement, si on travaille en superficiel, là où on aura récolté, on ne veut plus travailler en profondeur pour plus les faire remonter, nous, par acte mécanique. Derrière, vous aurez toujours l'effet gel, pluie, la vie du sol qui fait que les cailloux auront tendance à remonter. Mais l'intérêt, c'est de ne plus avoir à les travailler en profondeur, de travailler qu'en superficiel. Déjà, vous pouvez faire ce qu'on appelle des fausses semis, qui vont permettre aussi de réduire notre impact phyto sur les cultures, en faisant ce qu'on appelle des fausses semis, mais travailler superficiel pour être très réactif et de réduire aussi les coûts de mécanisation. À partir du moment où vous avez décidé que vous implantiez une cive, votre intérêt, c'est de l'implanter le plus tôt possible. Certains ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à implanter une culture intermédiaire au mois d'août. Non, je considère qu'au mois d'août, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, on a perdu l'inertie même du sol et la vie même du sol, puisque vous l'avez laissé mourir tout doucement l'été, quoi. Il y a un poste, c'est le poste temps qu'on sous-estime tout le temps, qui est la manœuvre, qui est le plus gros poste. Il faut passer du temps dessus, et un salarié, c'est une chose, on sait ce qu'il coûte. Un agriculteur, il pense jamais compter ce que lui il coûte réellement. Il pense jamais le compter, alors qu'il faut le compter. C'est des paramètres hyper importants, et je pense qu'il faut qu'on le prenne en compte dès le départ. L'objectif, c'est de faire ces cultures tout en n'enlevant rien aux réserves qui sont déjà existantes dans le sol. Pour ça, il faut partir d'un état où vos terrains, déjà, ils sont relativement pourvus en matière organique, en réserve utile, en capacité de réactivité. Pour ça, il faut faire des analyses de sol. Et si vous en faites régulièrement, et puis si on travaille, nous on voit bien l'efficience qu'on a depuis plus de 20 ans sur l'implantation de cultures, on a des sols qui sont aujourd'hui pourvus parce qu'on a créé les conditions pour. L'objectif, c'est pas de mettre de l'alimentation pour que ce soit perdu. Quand vous avez du lessivage, tout ça peut être perdu. Vous l'avez mis, vous êtes obligé de l'enregistrer, mais vous ne la valorisez pas. Si vous avez une culture, en général, elle va être captée, parce qu'elle est là. Si vous avez un sol nu, vous avez une réserve qui est existante, sauf qu'elle ne sert à rien, et elle peut être perdue, celle-ci. L'idée, c'est de la capter. Si vous avez une culture déjà implantée, vous allez limiter le risque d'évaporation, puisque derrière, vous allez couvrir le sol. Un sol qui n'est pas en contact directement avec le soleil ou la lune, il y a un autre impact quand même que quand vous avez un sol nu qui est mis au bras du soleil qui vient claquer dessus en permanence. Quand vous avez une couverture, c'est déjà moins direct. La plante, elle va la capter, cette eau, mais elle va la garder. Elle l'aura pour sa vie, mais elle ne va pas l'enlever, elle ne va pas enlever toute l'eau qu'il y a dans le sol. Si on construit bien notre projet et on le partage relativement tôt, on est capable de désamorcer toutes les questions un peu tordues qui peuvent être posées, parce qu'il y a toujours la question tordue, ou la question qui gêne, ou la question qui pique. Mais ça, c'est pas grave, on doit l'accepter. On doit l'accepter. De toute façon, dès que vous faites quelque chose, vous dérangez quelqu'un quelque part. Le tout, c'est de désamorcer relativement tôt les choses, d'expliquer le pourquoi du comment, et puis de créer les conditions pour que ça se passe bien. Il est important de ne pas se laisser emmener par des bureaux d'études qui vous vendraient du vent un peu.
et qui évite tous ces questionnements qui sont l'aspect social et sociétal autour d'un projet. Aujourd'hui, un constructeur, un bureau d'études, il vous vendra à tout et n'importe quoi. Sauf que derrière, on dit les questions, on les réglera après. Non, il faut les régler avant. Ça veut dire que moi, je dis très tôt, dès que vous avez l'idée, il faut aller en parler aux collectivités concernées, que ce soit que le conseil municipal, que ce soit les collectivités autour, et puis commencer à en parler autour de vous pour essayer de prendre la température et de désamorcer les questionnements. Et de pouvoir, dans le montage même d'un projet, pallier tout de suite comment j'améliore mon truc, mon projet, s'il y a déjà un problème lié à ça ou à ça. Parce qu'on voit trop de projets où tout ça n'est pas pensé et que derrière, on voit arriver des réactions très épidermiques d'élus qui se disent mais c'est des projets qui vont faire ci, c'est des projets qui vont faire ça va générer ça va générer ci. Je pense que s'il est bien conçu dès le départ, on s'est bien posé toutes les questions et qu'on a essayé d'y répondre, en général, il n'y a pas de souci pour que le projet aboutisse. Au contraire. Mais il faut en parler, il faut communiquer. Et c'est pas notre tasse de thé à nous, agriculteurs, parce qu'on s'est toujours très fermé sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, on demande aux autres de comprendre ce qu'on fait. Mais à nous de montrer ce qu'on fait, à nous de le prouver. Et je pense que là-dessus, nous, on y a travaillé depuis 20 ans. Et aujourd'hui, notre élevage, ça se passe relativement bien. Et donc, c'est bon signe, quoi. Ça veut dire qu'on a fait ce qu'il faut. Il faut créer les conditions. C'est tout.